La protection du patrimoine culturel n'est pas seulement un enjeu patrimonial, mais également une obligation juridique. Dans cette présentation, on discutera la législation internationale concernant la protection du patrimoine en conflit armé. Pour comprendre la source juridique de la protection du patrimoine en situation de crise, il faut creuser dans l'histoire du développement du droit international humanitaire. Le droit international humanitaire protège les victimes des conflits armés, en particulier les blessés, les malades, les civils et leurs biens. Le droit humanitaire s'est historiquement développé à travers de deux sources. Les conventions de Genève concernant la protection des victimes et les conventions de La Haye concernant la conduite des combattants. C'est au sein de la convention de La Haye de 1899 et 1916 qu'on retrouve pour la première fois une obligation concernant le patrimoine culturel. Les conventions de La Haye de 1899 et 1907 incluaient pour la première fois la protection des bâtiments consacrés à la religion, à l'art, à la science ou à des fins caritatives, des monuments historiques, des hôpitaux et des lieux de rassemblement des malades et des blessés, tant qu'ils ne sont pas utilisés à des fins militaires. Ces conventions de La Haye ont constitué les premières obligations internationales contraignantes dans les conflits armés, qui incluaient la protection des biens culturels. Ces codifications ont posé les bases juridiques de la protection du patrimoine culturel tel que nous le connaissons aujourd'hui. Les conventions de La Haye de 1899 et 1907 se sont révélées inadaptées dans les guerres où la nouvelle technologie pouvait causer des dommages collatéraux. Cela a conduit à des initiatives pour l'élaboration d'un instrument spécialisé. Le pacte Roerich est devenu le premier instrument multilatéral spécialisé pour la protection des biens culturels pendant les conflits armés et reste contraignant pour 11 pays américains, dont les États-Unis. Au lendemain de la Seconde Guerre mondiale, de nouveaux efforts de codification ont été faits pour mieux définir les règles de la guerre et la protection des victimes, ce qui a abouti à l'élaboration des conventions de Genève de 1949. Cet accord international, qui s'applique uniquement aux conflits armés, est composé de 4 traités et 3 protocoles additionnels qui établissent des normes internationales pour le traitement humanitaire en temps de guerre. La 4e Convention de Genève, relative à la protection des personnes civiles en temps de guerre, est basée sur des parties de la Convention de La Haye de 1899 et 1907, mais ne contient aucune disposition spéciale sur la protection du patrimoine culturel. Cependant, il confirme une certaine sensibilité culturelle qui doit être respectée. Ceci concerne l'honneur d'une personne, les droits de la famille, les convictions et pratiques religieuses, ainsi que les mœurs et coutumes. Néanmoins, quelques années plus tard, les premiers et deuxièmes protocoles additionnels aux conventions de Genève ont inclus des dispositions pour la protection des biens culturels. Les 2 protocoles affirment qu'il est interdit de commettre des actes d'hostilité dirigés contre les monuments historiques, les œuvres d'art ou les lieux de culte qui constituent le patrimoine culturel ou spirituel des peuples. On retrouve donc ici le développement juridique du droit humanitaire du XXe siècle, qui incluait quelques dispositions concernant le patrimoine culturel, mais qui se focalisait surtout sur la protection des victimes et de la conduite des combattants. Les dommages et la destruction du patrimoine culturel pendant la Seconde Guerre mondiale ont conduit à la décision résolue de la communauté internationale de prévenir les destructions futures des trésors historiques et artistiques irremplaçables. Le préambule déclare que les atteintes à ce type de patrimoine constituent une atteinte au patrimoine culturel de l'humanité entière. Ceci introduit pour la première fois la notion d'un patrimoine mondial. La Convention de La Haye de 1954 est le traité multilatéral actuel qui se concentre exclusivement sur la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé. L'article 1 de la Convention de La Haye donne une définition du terme bien culturel et stipule qu'il s'agit de tous les biens meubles ou immeubles de grande importance pour le patrimoine culturel de chaque peuple, tels que les monuments d'architecture, d'art ou d'histoire, qu'ils soient religieux ou laïques. Les dispositions générales de la Convention de La Haye comprennent certaines obligations importantes
qui devrait être respectée en temps de paix. Les États doivent alors protéger leurs biens en prenant des mesures appropriées en amont des conflits armés. Un exemple, c'est la mesure qui permet de reconnaître les biens culturels avec l'emblème distinctif du bouclier bleu. Pendant les conflits armés, les États doivent respecter le bien culturel situé sur leur propre territoire, ainsi que sur le territoire d'autres hautes parties contraignantes, en s'abstenant de tout acte d'hostilité dirigé contre de tels biens. Mais les obligations de la Convention peuvent être levées dans le cas où la nécessité militaire exige impérativement une telle renonciation. L'exception de la nécessité militaire, prévue à l'article 4, paragraphe 2 de la Convention de La Haye, est donc la seule exception qui peut justifier la destruction du patrimoine culturel dans les conflits armés. Mais la nécessité militaire est régie par plusieurs contraintes. Une attaque ou une action doit être, premièrement, destinée à aider à la défaite de l'ennemi. Deuxièmement, une attaque contre un objectif militaire légitime. Et les dommages causés aux civils et aux biens doivent être proportionnels et non excessifs par rapport à l'avantage militaire concret attendu. Dans le cadre de cette exception militaire, la destruction du vieux pont de Mostar a été longuement débattue par le Tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie. En 2017, la Cour d'appel de ce tribunal décida que le pont constituait un avantage militaire et que cette destruction ne constituait donc pas une violation du droit international. En 1954, en même temps que la Convention de La Haye, le premier protocole a été établi. Ce protocole traite les difficultés des biens culturels meubles et fournit des obligations spécifiques au sujet de l'importation et l'exportation de ces biens à partir du territoire occupé en période de conflit armé et exige le retour de ces biens sur le territoire de l'État. En regardant de nouveau la chronologie du développement juridique international humanitaire, on voit que dès 1954, il existe une base solide concernant la protection du patrimoine culturel en conflit armé. Mais, malgré les dispositions contraignantes sur la protection du patrimoine culturel, la loi n'a pas empêché des destructions importantes pendant les guerres des dernières décennies. Ceci démontre les limites du cadre juridique international de la protection du patrimoine. Une raison importante de ces limites, c'est la transformation de la nature des conflits. Les guerres récentes, comme par exemple celle du Golfe et des Balkans, sont souvent des guerres nationales et de nature ethnique. Ceci ne rentre pas dans le champ d'application de la Convention de La Haye de 1954, applicable seulement aux conflits internationaux. Par conséquent, un processus de révision de la Convention a commencé. Cela a conduit à l'adoption d'un deuxième protocole en mars 1999. Le deuxième protocole ajoute, conformément aux événements récents, les conflits non internationaux. Il a également créé une nouvelle catégorie de protection renforcée du patrimoine de grande importance pour l'humanité. Le protocole renforce les dispositions de la Convention en définissant les violations graves contre le patrimoine et a créé un comité chargé d'assurer la mise en œuvre du deuxième protocole. Différents actes sont définis comme une violation grave contre les biens culturels, notamment faire d'un bien culturel sous protection renforcée l'objet d'une attaque, utiliser un bien culturel sous protection renforcée à l'appui d'une action militaire, détruire ou s'approprier sur une grande échelle des biens culturels protégés, faire d'un bien culturel protégé l'objet d'une attaque, et le vol, le pillage, le détournement ou le vandalisme dirigés contre de biens culturels protégés. Ces violations démontrent l'importance des différents mécanismes de protection développés par la Convention et le protocole. Un acte d'hostilité contre un bien culturel est autant plus grave dans le cas où celui-ci est protégé par des législations nationales ou internationales. On retrouve dans la Convention et le protocole des différents niveaux de protection. La protection régulière, obtenue par les lois nationales, la protection spéciale, attribuée par le directeur général de l'UNESCO après la soumission du bien culturel par l'État membre, et la protection renforcée, attribuée par le comité de l'UNESCO pour la protection des biens culturels en cas de conflit armé,
à la demande de l'État. Quand on regarde la chronologie législative, on retrouve maintenant des dispositifs de plus en plus appropriés pour la protection du patrimoine culturel en cas de conflit armé. Mais malgré ce cadre juridique élaboré, le XXIe siècle a connu des destructions sans précédent. En 2001, la destruction tragique des Bouddhas de Bamiyan en Afghanistan par les talibans a marqué une nouvelle ère caractérisée par un nombre croissant de cas de destruction intentionnelle. Cela a conduit à une conférence en 2001 pour l'adoption de la déclaration concernant la destruction intentionnelle du patrimoine culturel. Cette déclaration n'est pas un instrument juridique contraignant qui a créé de nouveaux droits et obligations pour les États, mais son adoption à l'unanimité par les États membres de l'UNESCO porte un message symbolique. Il représente un engagement des États membres à lutter contre la destruction intentionnelle du patrimoine en temps de paix et de conflits armés. Le droit pénal international est codifié dans le statut de Rome et établit la responsabilité des individus pour les crimes les plus graves qui touchent la communauté internationale, comme le génocide, les crimes de guerre, les crimes contre l'humanité ainsi que les crimes d'agression. Les crimes de guerre, dans l'article 8 du statut de Rome, comprennent la destruction intentionnelle des monuments et des biens culturels par des individus. Le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, un tribunal ad hoc créé après la guerre de Yougoslavie, dans le but particulier de poursuivre les personnes responsables des atrocités commises pendant la guerre, a poursuivi plusieurs personnes pour la destruction du patrimoine culturel. Par exemple, Miodrag Jokic et Pavle Strugar, qui ont été condamnés pour la destruction de la ville historique de Dubrovnik, inscrite sur la liste de patrimoine mondial de l'UNESCO. En septembre 2016, le chef de la Hasba, Al-Faki Al-Mahdi, a été poursuivi par la Cour pénale internationale pour la destruction intentionnelle de 9 mausolées et de la porte d'une mosquée à Tombouctou au Mali. L'affaire Al-Mahdi a représenté un moment historique pour la Cour pénale internationale, car c'était la première fois que la destruction du patrimoine culturel a été poursuivie en tant que crime de guerre par la Cour pénale et la première fois qu'un radical islamique avait plaidé coupable. Al-Mahdi a été condamné à 9 ans de prison pour la destruction du patrimoine religieux et historique à Tombouctou. Cette présentation avait pour but de montrer les dispositions clés de la protection du patrimoine en conflit armé, en relation avec les événements importants, mobilisant la communauté internationale pour prendre des mesures contraignantes afin d'éviter certaines conduites contre le patrimoine. Pour plus d'informations ou des questions sur la thématique, consultez les articles suivants ou le bouclier bleu France.